Rebonsoir à tous. Comme je l'ai dit en intro de ce live, un revenant parmi nous, la rubrique Autre Geekery. Voilà, qu'est-ce qu'on a pu faire un peu en dehors de l'univers des comics. Voilà, films, séries, jeux vidéo. Voilà, qu'est-ce qu'on fait quand on a un petit peu de temps libre? Un petit peu, j'en ai pas beaucoup en ce moment. C'est dur. Attends d'avoir des gosses. Oula, eh Super. oh, eh oh, oh, oh. Alors, on va commencer avec Nosferatu. Clairement, c'est un film qui me donnait envie dès le début. Donc, lorsque j'ai vu qu'ils allaient en faire un remake, hein, parce que finalement, même si c'est 100 ans plus tard, c'est un remake. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et en plus, quand vous m'avez dit, moi j'ai bien aimé, moi j'ai pas aimé, je me suis dit, oula, ça divise. Clairement, ça va être intéressant à voir. Mais avant de parler de ce film, on va un petit peu parler du principe même de Nosferatu. Alors, Nosferatu, qu'est-ce à dire que ceci? Nosferatu, c'est très simple, c'est Dracula, le pognon en moins. C'est ça. C'est-à-dire que tu veux faire une adaptation de Dracula, tu n'es pas capable de sortir l'argent pour payer les droits de Dracula, tu fais Nosferatu. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Donc au final, à peu de choses près, c'est l'histoire de Dracula, avec deux, trois noms qui changent, notamment ça se passe plus à Londres, ça se passe en Allemagne. Et le comte, c'est plus le comte Dracula, c'est le comte Orlok, je crois. Oui. Euh, voilà, et puis bah, les autres noms des personnages qui changent, mais sinon, à peu de choses près, il n'y a pas de gros changements niveau histoire. Chose intéressante par contre, il y a quelque chose maintenant qui est entré dans la légende au niveau des vampires, donc ça c'est quand même important à souligner, c'est que les vampires se transforment en poussière dès lors qu'ils sont touchés par les rayons du soleil, ou en tout cas ils meurent, ils disparaissent lorsqu'ils sont frappés par les rayons du soleil, et ça ne fait rien au comte Dracula. Ça, c'est dans Nosferatu que ça a été mis en avant et que depuis ça a été gardé. Puisque, pour rappel, par contre, Dracula lui-même se balade dans les rues de Londres en plein jour sans aucun problème. Alors, Nosferatu, premier du nom, sorti en 22, c'est un film de dingue. Je t'aime ma chérie, fais un gros dodo. C'est un film de dingue visuellement parlant. Il est vraiment incroyable, donc réalisé par Murnau. C'est un film qui, bon déjà c'est un film muet, hein, c'est un des films. Il y a un journaliste, je trouve qu'il a parfaitement raison. Il a dit un truc du genre. Si vous devez voir, si vous pouvez voir des films muets, oui, mais si vous devez en voir un, c'est celui-là. Je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Et qui est parfaitement représentatif de l'expressionnisme allemand. Euh, Ça envoie du lourd. Ça défonce. C'est vraiment génial. Visuellement, c'est très bon. Et c'est ça qui est important de noter aussi lorsque vous allez voir le remake. Parce que lorsque l'on parle de Nosferatu, vous l'aurez compris, on ne parle pas tant du scénario, puisque c'est un scénario qu'on connaît déjà normalement, mais plus de l'apport au niveau du visuel, on va dire. Au niveau du casting, je sais pas ce que vous en avez pensé les gens, mais c'était pas si dégueu. Mm. Franchement, Oui, j'ai oui. été plutôt satisfait. Bon, j'en connaissais la moitié, ils m'ont pas déçu. Willem Dafoe, toujours aussi bon. Nicolas Hoult, je le connais que dans les X-Men, mais dans les X-Men, je l'avais déjà apprécié et là, il était vraiment bon. J'avais un peu peur pour Lily Rose Depp. J'avais peur que ce soit une fameuse fille d'eux et qu'elle soit là juste parce que c'était la fille d'eux. Surtout que lors de ses dernières interventions La dernière fois, c'était dans une série télé. La critique n'avait pas été tendre avec elle et pourtant, là, c'était pas mal du tout. Je trouvais qu'elle faisait le taf. Enfin, j'ai rien à redire. Et concernant les autres, oui, aucun problème non plus. Je sais pas si vous, ça allait bien. Moi, en tout cas, c'était pareil. J'avais un peu le Liz Rose Depp. Oui, c'était dans The Idol où la série s'était fait éclater. Mais Je crois que c'était celle-là, ouais. ouais, ouais. Mais non, non. Enfin, tout le monde est très bon. Même Aaron Taylor Johnson qui a un peu enchaîné les boosts et qui est pas forcément toujours très bon non plus. Voilà, pour le coup, il fait bien le taf. Donc, je pense que quand tu lui donnes un bon réal,
ça va, hein. Que ça passe bien derrière. Voilà. Et puis Emma Corrin, moi je l'avais vu dans The Crown avant de la voir dans Deadpool 3. Donc pareil, je savais qu'elle pouvait jouer bien. Et puis après, je sais pas si tu vas t'attarder sur Bill Skarsgård en Orlok ou pas, mais Non, enfin, il a pas de slide à lui, donc on peut en ouais. parler maintenant. Après, pour le coup, l'acteur, tu le vois pas quoi. Enfin, Non, non, mais il est justement, vraiment. c'est pour dire que c'est un travail de transformation. Alors, il y a le maquillage et tout ça, mais en termes de transformation vocale, je sais pas si t'as vu le film en VO ou en VF. Ah non, je l'ai vu en VF cette fois. Ouais, moi, je l'ai vu en VO et donc ça reste la voix de l'acteur, mais qui a une voix normale, hein, mais qui tout de suite va te parler en mode oh, comme ça, faire des trucs assez, voilà quoi. Donc c'est assez balèze en termes de travail et puis oui, on le voit plus. Enfin, il s'efface complètement en voix et en apparence quoi. Donc c'est balèze. C'était déjà Pennywise, Gripsou Ah, dans les ok. adaptations de ça. Donc voilà, c'est un peu l'étendue de ses capacités d'acteur, quoi. Oui, effectivement. Oui, et puis du coup, ça lui fait pas peur de jouer à un mec sans qu'on voit son visage. Donc. Voilà. Ah, moi j'ai bien aimé le côté moustache de Orlok Matt, tu vois, je sais pas pourquoi, j'ai bien kiffé, mais Du coup, ce que j'ai pensé du film, niveau scénario, j'ai pas grand-chose à en dire. Faut dire aussi que hasard du calendrier, des cadeaux, des sorties comics et de mes goûts, c'est la quatrième adaptation de Dracula que je me tape en 2 mois. Donc le scénario en lui-même, j'ai beau l'adorer là, ça commence à me... Voilà, je vais pas mentir. Donc au niveau scénario, il n'y a pas... Bah, en même temps, on le connaît, comme je dis, il n'y a pas vraiment de grosses différences. La différence fondamentale concerne la fin, du coup, du film que l'on voit du coup en bas à droite, qui est, selon moi, une excellente fin, tant elle est sujette à interprétation. Tu peux l'interpréter de 10 manières différentes et donner donc 10 directions différentes à la fin du film. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Est-ce que on parle d'un VIOL? Est-ce qu'on parle d'une femme qui clairement s'est plus sacrifiée qu'autre chose? Est-ce qu'on parle vraiment d'une communion, d'un amour sincère jusqu'à la mort? Il y a vraiment beaucoup de directions, à côté même menthe religieuse. Franchement, j'ai beaucoup aimé la fin et en termes en plus d'effets spéciaux, c'était absolument pas décevant. Et puis bah, pour le reste, les trois autres images parlent d'elles-mêmes. c'est beau. Personnellement, je trouve quand c'est beau, j'ai Hmm. oublié, pardon, c'est beau. En termes de photographie, et bah, par rapport à ce que je vous ai dit vis-à-vis du premier Nosferatu, moi c'était surtout ça que je voulais voir dans le film. En termes de photographie, ça envoie du lourd. C'est vraiment beau. On s'est fait chier en termes de mise en scène, en termes de plans sur presque chacune des images. C'est quand même rare. Franchement, c'était très impressionnant. Du coup, j'ai j'ai- j'ai plus passé mon temps, je dois avouer, à étudier le film par contre qu'à être, Pris dedans. euh, qu'à être dedans. Ouais, Hmm. on va dire. C'est clairement pas un film qui m'a fait voyager. Je l'ai vraiment pris plus comme un étudiant qui voulait apprendre des choses, découvrir des choses, voir si on rendait hommage à ce qui avait été fait par le passé. À ce niveau-là, mon côté étudiant, on va dire, ou vieil étudiant, si vous voulez, vu que c'était il y a longtemps c'est vu que ça fait longtemps que je suis plus étudiant, on a eu plein les mirettes. Pour le reste, je peux comprendre, par exemple, qu'on trouve le film un peu longué, ou par exemple qu'il fasse peut-être, non, pas tâche quand même pas, qu'il soit moins bien qu'un véritable film Dracula, par exemple. Je peux le concevoir, oui, sans aucun problème. Surtout que bon, les deux interprètes de Dracula, Nosferatu il était pas dégueu, hein. Mais les deux interprètes de Dracula qui sont entrés dans la légende, pour les battre, faut y aller, quoi. C'est vrai que le film, en plus d'être beau, c'est qu'en plus il est vraiment dans son intention d'être dans un style qui rappelle celui de l'expressionnisme, où on a des noirs et des blancs très marqués, où on fait un jeu sur les ombres, sur les contrastes. Donc en plus d'être soigné, c'est artistiquement dans une volonté de rappel et de moderniser un peu ce que pourrait être l'expressionnisme allemand.
Euh, J'adore évidemment le plan de la main sur la ville, la main de Orlok. Ah mais carrément, Voilà, bien sûr. c'est très très cool. Et c'est vrai que je pense que je suis un peu d'accord avec Matt sur le côté amour sincère entre le personnage de Lily Rose Depp et Orlok. Enfin, pour moi, le film marque clairement que même si ils ont une certaine attraction plutôt genre mystique ou occulte, je pense qu'il n'y a pas pour moi, il n'y a pas d'angle de sentiment vraiment sincère. C'est plus un truc dont ils ne peuvent pas se défaire plus que vraiment enfin c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. C'est vrai que je pense que Matt aussi, donc voilà. Mais et puis oui, Nosferatu Dracula, deux vampires différents, oui et non. C'est Bah, pour moi, ils ne coexistent pas, hein. Pour moi, Nosferatu, c'est Dracula. Enfin, je veux oui, dire. c'est un peu différent, mais il y a plus un côté peut-être un peu plus mystique que vraiment que fantastique, parce qu'on dit dans le film que Orlok, selon la légende, était un ancien mage ou sorcier, un peu genre un mage noir, un truc comme ça, mais il n'y a pas le côté vraiment vampire classique, mais grosso modo, ils ont tenté de faire une version sans copyright de Dracula, ça n'a pas fonctionné. Voilà, au tout début des crédits du film, on voit que Dracula est crédité comme source d'inspiration, donc je pense qu'ils se sont pris un sale procès, enfin à l'époque, mais donc voilà, mais c'est Bah, je l'ai pas dit, mais en fait, je devais le dire. Alors oui, hein, c'est-à-dire que lorsque le film est sorti, alors Bram Stoker était déjà mort, mais du coup sa femme, la veuve Stoker, a porté plainte et en même temps, bah, c'était pas difficile de les trouver les liens. Encore une fois, ils avaient juste changé les lieux, hein, donc elle a gagné son procès officiellement. Il y a toutes les bandes qui devaient être détruites. De ce qui se dit, apparemment, le qui avait fait le film avait joué le jeu et avait détruit les bandes, mais c'est pas pour ça que toutes les bandes avaient été détruites. Et une fois que la veuve est morte à son tour, il y a quelques bandes qui ont réussi à émerger par-ci par-là et puis et à se merci. multiplier par la suite. Et c'est comme ça que de temps en temps, c'est rare, mais de temps en temps, on a carrément le film qui est encore diffusé à la télé, alors que c'est vrai qu'on va dire au niveau propriété intellectuelle, c'est coup-ci coup-ça, quoi. Mm, mm, mm. Du coup, au final, je pense que je lui aurais mis je sais pas, peut-être un petit 6,5 ou 7 sur 10. Je sais plus, je vais ouvrir mon compte Letterboxd parce que j'ai un compte Letterboxd et du coup je l'ai noté et je sais plus combien je lui ai mis, je pense que 3,5 ou 4 étoiles sur 5, hein, pas sur 10. Euh, on va voir Allez, ça. toi, Matt, tu fais sur 20. Comme ça nous fout tout. Je lui ai mis 4, Ah bah, 4 étoiles, voilà, sur 5. Matt, sur Arte, c'est évident. De toute façon, en général, dès qu'il y a des bons films, Je crois que c'est à chaque fois qu'on se voit aux conférences, on en vient à parler Arte parce que dans, Arte, dans le ouais. lobby du petit déjeuner, la dernière fois, il y avait je crois qu'il y avait Arte, il y avait un reportage. À chaque fois, Arte vient sur le tapis. C'est- Après, au moins, là, c'est pour parler d'un film, tu vois. Mais là, je crois que la dernière fois que j'ai parlé d'Arte, c'était en mode, les gens, faut regarder des reportages. Il y en a sur Arte, là, ça fait vraiment vieux con, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bah, moi aussi, hein, je dis Mais que bon, c'est la meilleure chaîne, en même hein, temps, parce c'est que un peu ce que je suis, hein. Donc bon. tu es cohérent avec toi-même, c'est important. Moi, niveau sortie ciné, je suis allé voir la semaine dernière, mardi dernier, je suis allé voir Un Parfait Inconnu, voilà, de son titre original A Complete Unknown, qui est tiré de la chanson Like a Rolling Stone de Bob Dylan. Donc un biopic sur Bob Dylan, réalisé par James Mangold, qui, bah, pour revenir éternellement aux comics, a notamment réalisé The Wolverine et Logan, en plus d'avoir réalisé le biopic sur Johnny Cash, Walk the Line avec Joaquin Phoenix, euh, et Mais j'ai qui, vu un James Mangold genre hier, mais je me souviens plus de ce que c'est. Le Donc Mans je vais regarder, je vais 66. retrouver la liste. Le quoi? Le Mans 66. Non. Ah, dommage. Mais que j'ai aussi vu, que je conseille Donc je vais également. regarder. Euh, Je te- voilà, donc le biopic sur Bob Dylan. Alors, j'aime déjà Bob Dylan de base. Alors, j'aime bien quand ça commence comme ça. Non, mais voilà, pour dire que j'aime Bob Dylan de base, donc forcément, je pars pas tout à fait impartial. Il faut savoir que par exemple, en comparaison, oui, vas-y.
Bah, c'est le dernier Indiana Jones, Ah, mais c'est vrai évidemment. qu'il l'a fait. Ouais, mais bon, Je l'ai vu hier pour la première fois. rien de mémorable, je trouve. Mais rien de mémorable, mais ça aurait J'ai pu être pire. j'ai pas passé un mauvais moment, c'est sûr. Voilà, Euh, voilà. En comparaison, par exemple, le biopic de Queen, je l'ai vu au cinéma avec un ami, j'ai passé un bon moment parce que j'aime beaucoup Queen, mais le film en lui-même ne tient pas la route. Et là, heureusement, le biopic sur Dylan a des bonnes chansons parce que c'est Bob Dylan. Et en plus, au-delà de ça, reste un film bien en dehors de ça. Je crois même qu'il y a des gens qui n'aiment ni les biopics ni Dylan et qui ont dit que c'était plutôt pas mal. Donc voilà, c'est bon film, un bon rythme. On tombe pas dans le piège de comment a été fait la chanson est enregistrée, oh la chanson a du succès. Il y a un petit peu de ça, mais c'est quand même euh, très vite mis en arrière-plan pour vraiment parler de l'envie de Dylan de encore repousser ce qu'il fait d'habitude et pas juste se planter dans un style musical en particulier. Et le film s'attarde vraiment sur les premières années de sa carrière, de 61 à 65, 66, quelque chose comme ça, où c'est vraiment sa période très folk avant de passer plus sur du rock, guitare électrique, tout ça. C'est un peu, voilà, c'est d'ailleurs le troisième acte du film où il commence vraiment à adopter la guitare électrique lors des festivals. Et voilà, historiquement, ça n'a pas du tout pris au début, mais bon, évidemment. Dylan continuera d'avoir une carrière fantastique. Voilà, je rappelle seul, comment on appelle ça, parolier de l'histoire à avoir reçu le prix Nobel de littérature. Ce n'est pas pour rien. Voilà, et c'est tout à fait justifié selon moi, mais Eh là ben, je aussi, viens de l'apprendre. voilà. Donc Et voilà. sacrée anecdote, c'est le genre d'anecdote à connaître. Ça a été, en plus, c'était il y a pas très longtemps, je crois que c'était 2016, un truc comme ça, et ça avait fait un peu jaser parce que je pense que les gens sont encore dans une certaine hiérarchie au niveau artistique. Ah oui, bah, si clairement tu as un endroit où tu as une sorte d'élitisme, c'est là-bas, hein. Oui, ça c'est clair. Ouais, ouais. Et je voulais m'attarder en particulier, tu peux passer à la slide d'après. Euh, non, Matt, on voit pas ça. Alors, on aborde assez brièvement ses points de vue politiques, un peu de manière détournée, ou parce qu'on le voit se rendre à certaines manifs vite fait, mais non, pas sur celui-là. Mais on montre quand même qu'il a été, notamment il est lié à John Baez et à Woody Guthrie, qui étaient eux un petit peu plus marqués politiquement, mais voilà, on voit que il y avait un petit peu ce côté-là, mais c'est pas le point central du film. Je voulais m'attarder sur. Alors évidemment, comme c'est un biopic, il y a toute la question de est-ce que les gens ont bien été castés euh, dans le film, en termes d'apparence, en termes de comportement. Mais vu que là on est sur un biopic d'artistes musicaux, est-ce que également ils arrivent à tenir la route dans la reprise des chansons? Euh, et je peux dire que oui. Voilà, globalement, il me semble que toutes les chansons, il n'y a aucune version originale des chansons qui sont dans le film. C'est vraiment uniquement des reprises incarnées euh, par les acteurs. Voilà, donc toutes les chansons de Dylan sont chantées par Chalamet. Les quelques chansons de Johnny Cash sont chantées par Boyd Holbrook. Et les chansons de John Baez sont incarnées enfin sont jouées pardon par euh, Monica Barbero. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais il me semble que c'est le nom de l'actrice. Et voilà, je trouve qu'ils ont fait un travail C'est pas par fantastique. Joaquin Phoenix et Lady Gaga? Alors, on parle d'un bon film où il y a des chansons dedans, Ah mais pardon, on parle pas. d'un bon film avec des vraies chansons, pardon. Voilà, voilà, on parle d'un bon film où des gens chantent dedans et c'est pas nul. Voilà. Et c'est pas nul. Alors que pourtant, on pourrait se dire que Johnny Cash, il était joué par Joaquin Phoenix dans Walk the Line, mais non, c'est voilà, là c'est plus le même acteur, c'est Boyd Holbrook qui jouait un des méchants dans Logan et qui joue un des méchants dans Indiana Jones 5, un des sous-fifres de Mads Mikkelsen. Je sais pas si tu le reconnais, toi qui as vu Indiana Jones 5. Bah, de toute façon, il y en a que deux. Il y en a un, bon, il y en a un qui est une armoire à glace et puis un mec un peu plus normal. Bah voilà, mais c'est le mec un peu plus normal, voilà, c'est Johnny Cash au Ok. milieu, voilà, c'est Qui a vrai une que. moustache alors et un peu blond platine comme ça, je crois. Oui, oui, Ok. oui, un truc comme ça, voilà. Voilà. Mais voilà, alors Johnny Cash, enfin,
Boyd Holbrook slash Johnny Cash est pas forcément un rôle très important dans le film, mais je trouve qu'il a une présence tellement, enfin rapidement, ça a très vite fait impression sur moi et je trouve que c'était un très bon travail. Mais évidemment, voilà, au-delà de tous les autres rôles, c'est surtout Chalamet et Barbero dans le rôle de John Baez qu'on retient parce que c'est ceux qu'on voit le plus. Et les deux ont fait un travail fantastique. Voilà, j'ai mis des images de en haut les acteurs, en bas les personnages, les vrais personnages. Et je trouve que globalement, même si on n'est pas sur une ressemblance forcément hyper à 100%, c'est quand même déjà suffisamment proche. Et même en termes de diction, de paraître, de manière de se tenir, etc., c'est quand même plus que convaincant. Et voilà, et la partie vocale, rien à redire, quoi, tout simplement. Donc voilà. Mais évidemment, je le redis, je suis fan de Dylan à la base, j'aime les chansons de Johnny Cash aussi à la base. Je connaissais moins John Baez, mais il faudrait que j'écoute un peu plus, même si je connais la chanson Here's to You, qui est sa plus connue. Mais voilà, c'est bon film, bon biopic. Je sais pas à quel point il est ancré dans la vérité, de ce que j'ai lu, assez proche quand même. Voilà, on n'est pas sur du Queen qui a fait un peu de révisionnisme vis-à-vis des membres du groupe, surtout vis-à-vis de Freddie Mercury. Là, on semble être un peu plus respectueux des gens impliqués, qui sont pour une grande partie encore, enfin, du moins pour les rôles principaux, Dylan et Bass sont encore en vie, hein, donc ça, je pense que ça aide aussi à pas faire n'importe quoi. Mais voilà, bon film, bonne musique, bonne interprétation, la réelle est bonne, le montage est bon, hein, pas comme dans Bohemian Rhapsody. Donc voilà, un bon biopic, j'ai kiffé. Bon, du coup, mini parenthèse, oui, c'est évident qu'il y a un fossé entre les trois premiers Indiana Jones et les deux d'après, on est tout à fait d'accord. Maintenant, il n'y a pas tout qui est acheté dans les Indiana Jones 4 et 5, quoi. C'est pas comme le dernier Die Hard, on n'en est pas à ce point-là, quoi. Je sais Je pas, pense qu'on est d'accord. je les ai pas vus moi les récents Die Hard, donc Ah, et les deux derniers Indiana Jones, il n'y a pas tout qui est ah, acheté, quoi. je les ai tous vus. Après, j'avoue que le 4, j'ai un petit côté nostalgique parce que je l'ai vu quand j'étais assez jeune. Même si mon préféré c'est la dernière croisade. C'est un de mes films préférés de tous les temps que j'ai vu je sais pas combien de temps, de fois. Il est très bon. C'est quand même rare, tu sais, de faire un aussi bon film, aussi bien quand même reçu, et de faire une aussi grosse pause quand même derrière, tu sais, dans une saga, quoi. Bon, en même temps, il y C'est avait vrai. que des gros noms dessus, donc pour Mm, rassembler tout ce beau monde, c'est compliqué, mais quand même, c'est vrai que c'est assez rare. tout à fait. Toute petite parenthèse pour dire aussi que je suis jour dans Georgie and Mendy's First Marriage, qui est le spin-off de Young Sheldon, qui est lui-même le spin-off de Big Bang Theory. Euh, j'ai regardé les 9 premiers épisodes. Je crois qu'on est peut-être juste un que j'ai pas encore vu, quelque chose comme ça. Je vous l'ai mis parce que je sais pas quoi en penser. C'est assez bizarre. En fait, si, je sais quoi en penser plutôt, mais je suis le seul à penser ça. Donc c'est vrai que c'est assez étonnant. J'ai vu que la série a eu des retours de dingue. Et moi, bah, je sais pas. En fait, pour moi, ce qui était bon dans Big Bang Theory et dans Young Sheldon, c'était vraiment leur approche originale, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je suis pas trop sitcom, donc moi, ce qui me sauvait dans Big Bang Theory, c'était vraiment cette approche un peu originale, pas forcément geek, j'irais pas jusque-là, mais au moins un humour un peu différent. Et puis dans Young Sheldon, il n'y a pas de débat, c'est carrément un drama avec quelques scènes humoristiques par-ci par-là. C'est pas une sitcom. Mais là, on est dans une sitcom mais avec zéro originalité. Franchement, je vais un peu grossir le trait, mais j'ai l'impression d'être devant ma sorcière bien-aimée, quoi. J'ai l'impression qu'en termes d'humour de sitcom, qu'on est remonté mais 50 ans en arrière, quoi. Et du coup, j'ai du mal à comprendre comment que ça se fait que ça cartonne autant. Enfin, attention, c'est pas mauvais, et plusieurs fois je souris, mais en fait, t'as vu 1000 séries comme ça. Donc c'est vrai que ça m'a un peu surpris. Donc du coup, je continue de suivre parce que voilà, c'est divertissant, mais pas plus. Et surtout parce que j'apprécie les personnages par contre. Ça, je peux pas le nier. D'autant plus qu'il y a fréquemment des personnages de Young Sheldon qui reviennent. Donc ça, c'est cool. Mais au-delà de ça, en termes d'humour ou une sitcom où clairement voilà, faut y aller, il faut de la vanne. Non. Euh, voilà, assez mitigé, voire déçu, j'ai envie de dire. Je vais continuer de regarder, mais franchement, que d'un œil.
Par contre, niveau interprétation, rien à dire. Que ce soit les personnages qu'on connaissait déjà, enfin, pardon, les acteurs qu'on connaissait déjà ou les nouveaux acteurs, ça passe très bien. Moi, je vais rebondir sur Mac tout à l'heure disait que Indiana Jones à les pattes, ça le tente pas. Et bien des tombes 3 parce que c'était, je pense, l'un des trucs les plus intéressants qui aurait pu être abordé dans le 5 où bah, de voir que Indy peut plus faire ce qu'il peut faire, enfin ce qu'il pouvait faire auparavant parce qu'il commençait à vieillir. Et ça, c'était un angle intéressant, mais ça a quand même été assez vite balayé et très peu abordé alors que bah, Oui, on le voit pas. le héros vieillissant, si c'est bien fait, ça pourrait être cool. Après, c'est vrai que oui, tu peux pas faire les scènes d'action comme avant où il va aller taper des nazis sur un char, mais tu peux quand même faire des choses cool dans notre registre. Oh la vache, par contre, le rajeunissement du visage, impressionnant, hein. Vraiment Ouais, impressionnant, hein. ouais. Il y a juste la voix, mais Franchement, la voix c'est compliqué aussi. ouais, forcément. Mais oui, Et le méchant du film, qui a un nom assez complexe, il est toujours aussi incroyable, quoi. Il Terre est. voleur? Non. Non, Non, je crois que je confonds avec Jojo Rabbit. Je sais pas pourquoi j'avais. Mais c'est pas grave. non, mais celui que tu as dit tout à l'heure, celui de bah, Hannibal, de Casino Royale, Oui, le Mads nom, Mikkelsen. Mads Mikkelsen, qui est. C'est un acteur complètement dingue, quoi. Il est vraiment incroyable, hein. Après des mois de harcèlement de la part de mon ami pour me faire enfin regarder Sévrance, j'ai fini par craquer quand même. Et j'ai donc commencé Sévrance, sachant que je disais quand même, je suis sûr que c'est très bien, mais j'ai pas le temps, ce qui était vrai. Et comme en général, moi avec les séries, je mets énormément de temps à démarrer, mais une fois que je suis dedans, je mange très très vite. Voilà, je m'engouinfre, et ça a été un peu le cas. Voilà, j'ai rattrapé la série je pense, 1 ou 2 semaines. Et je suis donc désormais à jour. Il me semble d'ailleurs qu'il y a un nouvel épisode qui est sorti aujourd'hui, qui sort demain. Euh, et voilà, et comme ce que tout le monde en dit, c'est excellent. Euh, c'est une critique. Alors c'est de la science-fiction déjà, ça peut paraître bizarre, mais voilà, où c'est un peu le pitch, c'est euh, on peut t'implanter une puce dans la tête qui te permet de dissocier la vie au travail de ta vie personnelle, où tu ne te souviens que, ou en gros voilà, tes souvenirs sont séparés en deux. Ce qui se passe durant le travail reste durant les heures de travail, et ce qui se passe en dehors reste en dehors. Du coup, voilà, donc tu as une sorte de dédoublement de personnalité où le toi au travail n'est littéralement plus la même personne. Tu n'as plus accès à tous souvenirs d'avant. Euh, et Mais du coup, si tu veux te taper une collègue, il y a un bug de la matrice alors ou comment? ben non, tu peux le faire. C'est juste que en gros, et dès que tu pars du travail, tu prends un ascenseur, et quand tu sors de l'ascenseur, tu ne te souviens absolument pas de ta journée de travail. Ah, ok, ok. Voilà. Et inversement, les gens qui sont au travail ne savent absolument pas de ce qu'ils font quand ils sont à la surface. Voilà, parce que l'étage des dissociés est sous terre. Donc voilà, il y a vraiment une séparation où l'un ne sait pas ce que l'autre fait et inversement, et on explore un peu ben, ce que ça fait d'être dans cette situation-là, comment est-ce qu'on peut être traité, parce qu'évidemment vu qu'on n'a plus accès aux souvenirs, on choisit un peu ce que les gens se souviennent ou non. Ils savent comment parler, qui sont aux États-Unis, etc. Ils ont une connaissance de l'histoire assez globale, mais toute leur construction de personnalité est remise à zéro, et ça donne un peu l'occasion de créer une ambiance de travail ben, assez presque comme une secte en fait finalement. Voilà, donc critique du monde capitaliste. Donc évidemment, moi, en tant que grosse gauchiasse, ça me plaît. Euh, mais voilà, après, c'est très bien réalisé, c'est très bien joué. Euh, il y a notamment une scène la scène d'introduction de la saison 2 qui a tourné sur les réseaux, où on suit le personnage principal qui est interprété par Adam Scott, qui était Ben Parker dans Madame Web. Comme quoi on peut aller des profondeurs les plus abyssales aux sommets les plus stratosphériques. Euh, voilà, les hauteurs stratosphériques étant cette série, hein, et non pas Madame Web, bien sûr, je préfère le préciser quand même. Euh, Ah, mais Je si, suis pas sûr que c'était nécessaire, mais bon, vas-y, précise on si sait tu veux. jamais. Alors, si une collègue te fait une crasse, il y a une suite dans le sens où, en gros, pour la personne qui travaille, tu prends l'ascenseur, les portes se referment et tu ne te souviens
que du moment où tu reviens au travail le lendemain. Donc en fait, tu n'as pas de pause en fait. Les portes de l'ascenseur quand tu pars se ferment et direct après, pour toi, elles se réouvrent et c'est une nouvelle journée de travail. Et sauf que tu te souviens de ce que tu as fait la veille, mais au travail. Donc en fait, tu es coincé avec des gens qui donc du coup te feraient des crasses tout le temps. Donc voilà, c'est vraiment voilà, ça peut être assez horrible et voilà, donc c'est un peu s'imaginer de autant tu as une partie de ta vie qui ne connaît absolument pas le travail parce que tu as choisi de couper euh, tes souvenirs au travail, mais ton autre toi finalement ne connaît que le travail. Il n'y a pas de pause, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de voilà, les seules pauses c'est peut-être quand tu manges éventuellement. Voilà, donc oui, c'est l'enfer, tout à fait. Voilà, l'enfer, c'est le travail. Ça, c'est moi qui l'interprète comme ça, évidemment. Mais voilà, c'est un peu voilà le but de la série. Et puis évidemment, il y a aussi une critique de les questions managériales où il y a une espèce de fausse sympathie de la part de la direction, du management qui t'offre des bonus complètement claqués au sol. Enfin voilà, c'est très Oh bien bah ça se joué. voit que c'est une fiction alors parce que les directions dans les sociétés sont toujours compréhensibles. Oui, bien sûr, elles sont jamais faussement sympathiques pour éviter de te payer Jamais, plus. jamais. Non, jamais, jamais. Voilà, mais c'est très très bien joué, c'est très bien réalisé. La musique est très cool, le générique est sympa et assez perturbant, mais c'est fait exprès. C'est de la science-fiction, mais pas forcément à hyper haut univers dans le sens d'un Star Wars ou d'un Star Trek. Mais on est un peu dans un récit un peu alors d'anticipation, je l'espère pas, mais bon, on sait pas. Mais voilà, c'est très très cool et les personnages sont très attachants. Voilà, et ça rend aussi les dynamiques entre les personnages très intéressantes. Ou par exemple euh, entre Mark et Ellie, qui sont un peu les deux rôles principaux, il y a une sorte d'attirance qui se crée entre les deux au travail. Mais ce qui veut dire que ces deux personnages-là, ces deux personnes-là, ont en fait quatre relations différentes. Il y a Mark et Ellie du travail, il y a le Mark et Ellie de la surface, en dehors du travail, qui ne se connaissent pas en fait, parce qu'on fait en sorte que les gens n'arrivent pas au même endroit pour que les gens de l'extérieur ne se croisent pas quand ils vont au travail. Donc il y a aussi voilà, donc il y a les relations intra-travail, il y a les relations extra-travail, mais il y a aussi Marc du travail avec Ellie de l'extérieur et Ellie de l'intérieur avec Marc de l'extérieur. Donc voilà, il y a potentiellement toutes ces dynamiques-là à intégrer entre tous ces personnages-là et ça donne évidemment des trucs qui n'ont pas forcément été souvent vus. Et puis évidemment, vu qu'il y a de la rétention d'informations un peu partout, vu qu'il y a des cloisonnements de comment transmettre des mots, des informations. Euh, Il n'y a pas le côté de ah ben il suffit que quelqu'un prenne son téléphone et c'est réglé. Il n'y a pas ce genre de choses. Donc voilà, ça permet de garder une certaine tension, un certain mystère et pas de juste de crier à la cohérence au scénario au bout de 2 secondes. Voilà, c'est très très réfléchi et c'est voilà alors c'est sur Apple TV donc c'est pour ça que pas grand monde ne regarde. Mais si vous avez la chance de la regarder, enfin foncez quoi. C'est vraiment une des meilleures séries que j'ai vues depuis un sacré bout de temps et pourtant en ce moment c'est pas trop mal hein, mais là c'est vraiment un Et sacré. son boulot, c'est de jouer à Space Invader, c'est ça? Ça me fait penser à ça, ce qu'il y a Alors, sur l'écran. alors il y a un aspect esthétique assez anachronique où on est dans, Ouais, un peu rétro, c'est ça? il y a des smartphones mais un peu partout. Voilà, il y a des vieux écrans, il y a des vieilles voitures. Alors le travail qu'ils font, on ne sait pas en fait parce que ce que nous on voit, c'est on les voit prendre des numéros parmi voilà tout leur écran est rempli de numéros différents voilà qui sont à l'écran et ils doivent les isoler pour les mettre dans des dossiers. Et on ne sait pas pourquoi. On nous dit que le travail est mystérieux et est important, c'est ce qui est dit dans la série, mais on ne sait pas ce que c'est. Moi, je pense que la puce qu'on leur a mis pour séparer leur mémoire fait aussi en sorte qu'ils ne puissent pas vraiment voir ce qu'il y a à l'écran et qu'ils c'est autre chose et du coup on garde le secret comme ça. Mais je ne sais pas. Mais voilà, ça fait partie du côté aliénant du travail où tu ne sais même pas ce que tu fais finalement. Voilà, on te dit fais un truc et c'est comme ça. Ok, ok, ok. Je sais plus si j'ai mis de slide après. Oui, bon, ça, voilà. C'est l'image en haut à gauche, c'était pour dire que voilà, les quatre personnages principaux sont intéressants. Il y a notamment John Turturro dedans. En bas à gauche, c'était voilà le côté réalisation où là c'est la scène d'intro de la saison 2 voilà qui est filmée.
Euh, Pareil, très bien réalisé. En haut à droite, on a quand même, mince, comment il s'appelle, Christopher Walken, voilà. Oui. Mm. Voilà, on a des personnages secondaires très cool, et aussi très différents les uns des autres. Et puis en bas à droite, on a Monsieur Milchick, qui est un peu le superviseur de nos personnages principaux, voilà, le superviseur du service, qui est d'une gentillesse hypocrite et enfin l'acteur joue extrêmement bien et il y a notamment une scène de Bah, moi, danse, j'allais dire, j'ai jamais vu un superviseur avec un sourire pareil, moi. voilà, mais ça se voit clairement que c'est un jeu, que c'est un masque. Enfin voilà, c'est enfin tout le monde est très bon, mais lui en particulier m'a vraiment, et vu que je connaissais pas avant, il m'a beaucoup surpris. Mais voilà, Mr. Milchick, très bonne surprise. Et voilà, le numéro de danse dans l'épisode 7 de la saison 1, scène mémorable. Voilà, j'en dirai pas plus. Ça faisait trop longtemps que j'avais pu vu Christopher Walken. Christopher Walker, il a pris un petit coup, hein, quand même. Dernier choix pour moi, j'avais parlé du film Marie. Je pense que plusieurs d'entre vous en ont entendu parler, bon, peut-être déjà par rapport à Chris Evans, mais aussi et surtout parce que en fait, il y a une scène qui tourne très 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 souvent sur YouTube qui montre la gamine à l'école. Bah, normalement, j'avais préparé, mais voilà, peut-être que c'est peut-être tout simplement Marie. On va essayer. Allez hop, soyons fous. Tac, 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 tac. Marie. C'était pas Marie. Et zut à la fin. Euh, donc c'était une scène à l'école où la prof elle lui demande 2 plus 2, plus 3, plus 4 plus 4, puis à la fin elle lui demande des multiplications de dingue, et vu que la gamine est une surdouée, elle claque toutes les réponses sans aucun problème. C'était une scène que j'avais toujours beaucoup aimée sur Facebook, donc je m'étais dit que que j'allais voir, pardon, que ce film allait être diffusé, il fallait absolument que je le voie. Donc il a été diffusé, j'ai enfin pu le voir. Et c'était cool. C'était vraiment, vraiment cool. Donc au niveau de l'histoire, au final, c'est assez simple. Donc on suit Marie dont les parents ne sont plus là et qui est du coup élevée par son oncle en suivant du coup les directives de sa mère qui est morte, mais en suivant également finalement son cœur. Et ce qui est extrêmement intéressant ici, c'est que en fait, il part du principe que l'intelligence, en gros, c'est bien, mais qu'elle ne sert à rien si elle est mise entre les mains d'une mauvaise personne, en fait. Et c'est un peu l'état d'esprit de tout le film, vraiment tout du long. Et c'est vraiment, vraiment chouette. Donc, par exemple, j'avais noté 2 répliques, j'avais trouvé ça super bien. Donc, elles sont toutes les 2 à peu près au même moment. C'est lorsque Captain Papa. Oui, c'est Captain Papa, oui, bien sûr, c'est Steve Rogers. C'est Chris Evans. Merci Martha. Euh, donc c'est lorsque la directrice chope l'oncle et qui dit non mais si on peut pas la garder à l'école, elle peut rien apprendre chez nous, il faut la mettre dans une école spécialisée où elle sera super importante. Et là du coup tu as 2 échanges qui pour moi résument parfaitement le film, mais qui en plus moi m'ont fait je me suis retrouvé totalement en fait dans ce mec, dans le l'oncle de la gamine, par rapport à son état d'esprit, quoi. Donc il dit, si vous isolez les gens surdoués des gens normaux comme vous et moi, vous en faites des politiciens. Déjà, ça Mhm. envoie du lourd. Et la phrase que j'adore, encore une fois, qui résume tout le film, et c'est comme ça que moi-même, j'éduque mes enfants, c'est la direction clairement que je leur donne, parce que je trouve que c'est le fondement de tout. Donc c'est la directrice qui dit, nous ne serons jamais en mesure d'hisser votre enfant au niveau d'excellence auquel elle peut prétendre. Et lui, il répond, contentez-vous d'en faire quelqu'un de bien, tout le monde y gagnera. Mais c'est carrément ça. Je suis tombé amoureux de ce film. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment génial. J'ai trouvé vraiment sévère le concernant. Niveau réalisation, c'est Mark Webb qui fait un taf correct. Pas exceptionnel, pas catastrophique. C'est un film sans. Un film à petit budget, en fait. Je veux dire, donc sans grandes choses délirantes, quoi. Donc Mark Webb, que vous connaissez, hein, notamment si vous êtes fan de comics, puisqu'il a fait les 2 Spider-Man D'Andrew avec Garfield.
Voilà, avec Andrew Garfield. Concernant l'actrice qui joue Marie, vous la connaissez peut-être aussi, c'est Makina Grace, qui est notamment dans Young Sheldon, mais elle cartonne, hein, elle est aussi dans Captain Marvel, elle est dans SOS Fantôme, donc clairement. Alors par contre c'est le film qui l'a révélé, que- voilà, donc c'est pour ça qu'elle est là extrêmement jeune. Euh, Chris Evans, je ne le présente plus. Concernant les autres acteurs, on avait Jenny Slate qui a partagé la vue de Chris Evans pendant quelques temps, que je ne connaissais pas. Apparemment, elle fait moitié actrice, moitié humoriste, si j'ai bien suivi. Mais apparemment, elle était dans Venom, mais ce film m'a tellement marqué que du coup, Venom. Mm. Venom, que du coup, je ne m'en souvenais plus. Euh, qui est très cool dans son personnage, qui est très attachante, j'ai beaucoup aimé. Et Octavia Spencer, qui apparemment a carrément eu un Oscar, je ne savais pas, pour La couleur des sentiments. Moi, je la connaissais surtout pour un film d'horreur qui était sorti il y a quelques temps. Donc franchement, très 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 bon film où tu as un combat finalement entre le fait d'être intelligent et donc avoir une sorte d'épanouissement personnel. Si tu veux, tu peux pas être dans une école normale, tu peux pas t'épanouir intellectuellement parlant. Mais d'un autre côté, si tu vas dans une école spécialisée, tu t'épanouis pas non plus parce que tu n'as plus de lien social, parce que tu t'amuses pas, parce que tu n'es plus une gamine, parce que tu ne joues pas. Et tout ça, ce sont des thèmes qui sont vraiment, vraiment extrêmement bien mis en avant, qui sont vraiment chouettes. Il y a pas mal de scènes qui se passent au tribunal pour savoir si l'oncle doit perdre la garde ou pas, et est-ce qu'il s'occupe bien de la gamine ou pas. Par exemple, ils lui disent mais tu la mets pas dans une école spécialisée, et puis elle est chez toi, elle a rien. Pourquoi? Parce que toi, ton boulot c'est de réparer les bateaux, tu n'as rien à lui offrir à cette gosse. Et le mec, limite, il lui répond, bah, je lui donne mon cœur, je lui donne à toi, elle a pas besoin de plus, en fait. Et puis l'assiette est remplie. En gros, c'est ça ce qu'il dit. Et bah, c'est pas faux. Donc ouais, vraiment très 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 satisfait de ce film. Si vous l'avez pas vu, clairement, je vous le conseille. Et les scènes souvent au tribunal, il y a de bons petits dialogues, de bons petits échanges. Il y a notamment le père qui à un moment se pointe. Je spoil pas parce que c'est vraiment une micro-scène dans le film. Mais le père qui se pointe et qui dit ah ma fille, je l'ai cherchée pendant je sais pas combien de temps. Vous savez, c'est dur de retrouver un enfant. Et t'as l'avocat du coup de l'oncle qui se pointe avec un PC qui dit vous pouvez taper le nom de votre fille sur Google. Vous pouvez aller à la deuxième page. Voilà. Elle apparaît là en image parce qu'elle était dans le journal. Voilà. Vous dites que ça fait 10 ans que vous la recherchez. 30 secondes sur Google et vous la retrouviez, hein, mais bon. Je dis ça, je dis rien, quoi. Donc voilà, c'était comme quoi il l'avait pas cherché si bien que ça, quoi. C'était un peu le message qui était passé. Donc c'était vraiment, vraiment, vraiment cool. Et apparemment, je l'ai bien vendu, c'est ça? Ah, mieux, on l'a mieux vendu. En fait, tu l'as mieux vendu que Daima, ce qui est pas très compliqué, Ouais. je pense. Ouais. Et j'espère que je l'ai mieux vendu que Daredevil aussi, quoi. J'espère aussi. Bah, après, est-ce qu'il y a du Evanescence dans Marie? Non, il y a pas. Mais après, s'il y a que ça, là, par rapport, c'est la scène que je vous expliquais où tu as la jolie maîtresse qui dit à la jolie petite fille que c'est bien d'être fort en maths, mais qu'il faut lever la main avant de parler, etc. C'était vraiment cool. Et étant donné que je t'ai raconté la scène, à la limite, tu peux chanter Bring Me to Life à ce moment-là. S'il y a vraiment que ça qui te. Je vais vous épargner ça. Mais ouais, vraiment une très 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 bonne surprise. La bagarre! WWE, bagarre. La bagarre. Voilà, en ce moment, je suis en train de. En termes de jeu, voilà, j'ai pas énormément de temps, du coup, voilà, en plus en essayant de rester à jour sur les séries et tout ça, de me caler quelques films de temps en temps. Niveau des jeux, c'est compliqué, surtout que oui, il va falloir que aussi que je commence des jeux en coop avec des amis. Donc pour le moment, je me dis, je vais rester sur celui que j'ai commencé, qui est donc WWE 2K24. Voilà, j'ai eu ma période à fond catch il y a c'est ah mais oui évidemment Euh, les hardies. J'ai eu ma période à fond catch fin des années 2000, voilà génération NT1 catch attack évidemment, avec mon frère notamment. Donc voilà, entre mes 8 et 11-12 ans j'étais à fond dedans. J'avoue que j'ai décroché, bah aussi parce que c'était plus spécialement très bien diffusé sur la sur la TNT. Voilà, je vais chercher le mot.
Il faut remercier le PLI Backlash, voilà le show payant Backlash qui s'était passé à Lyon en avril dernier, un truc ça m'a permis de raccrocher les wagons et voilà je me suis remis un peu dans le catch depuis ça va quasiment faire un an hein, voilà, depuis le Backlash de l'année dernière euh, sans Donc t'as vu forcément le Royal Rumble et que les résultats c'était de la merde notamment, c'est ça? alors, j'ai pas de quoi regarder les émissions, mais je suis voilà l'actu sur les réseaux via YouTube, etc. Et oui, évidemment, les résultats du Royal Rumble assez controversés. Voilà, mais du coup, je suis à nouveau dans une période catch, alors moins intense que fin des années 2000, parce que j'ai moins de temps aussi, tout simplement. Mais voilà, je me suis remis dans les jeux qui, voilà, depuis WWE SmackDown vs Raw 2008. Voilà, c'est avec mon frère on jouait énormément à ça, donc voilà, c'est une de mes Madeleines de Proust notamment. Et voilà, et là j'ai vu en plus que le 24 était plutôt bien noté, que c'était pas forcément tout le temps le cas au niveau de ces jeux-là les dernières années. Donc je me suis dit, on va se remettre dedans. C'était gratuit avec le PS Plus. Donc voilà, j'ai fait le. Tu peux passer à la slide d'après d'ailleurs. Donc voilà, actuellement je suis en train de faire le mode carrière avec mon personnage créé, mais il y a aussi un truc qui est plutôt cool, qui est un peu voilà le mode WrestleMania, le showcase WrestleMania qui permet un peu de rejouer, je pense Ah, c'est classe. une trentaine de matchs depuis WrestleMania 3. Ils ont pas mis les deux premiers parce que les deux premiers étaient pas ouf. Voilà, donc on a au fur et à mesure des années, des décennies, on rejoue des matchs emblématiques et on a à la fois des passages d'archives en plus des moments de gameplay. Alors les images d'archives, c'est cool de les voir, mais dès qu'il y a une marque, c'est flouté. Le logo qui était à l'époque de la WWF et non pas de la WWE a été flouté parce qu'ils ont perdu leur procès contre la WWF, la c'est World Wild Foundation. Ouais, Voilà. alors il y a eu un accord en fait. Ils ont fini Oui, par passer un voilà. Mais en accord. tout cas, ils ont cédé face à ça. Donc ce logo-là Oui, oui, n'a oui. plus le droit d'être autorisé. Donc il est aussi flouté. Donc voilà, c'est pas tout le temps. Certains visages sont floutés parce qu'ils doivent plus avoir les droits, etc. Mais voilà, ça reste quand même sympa de voir des images d'archives. En plus, ce qui permet un peu de remettre en contexte ces matchs-là. Donc voilà, c'est sympa. C'est en plus, on traverse les époques, les différents gimmicks de catch de l'époque, etc. On voit des matchs de légende, mine de rien. Il y a des matchs, je sais pas trop pourquoi ils sont là, et d'autres, je vois pas pourquoi ils ont pas été mis dedans. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais voilà, le Bah, gameplay est je pense sympa. qu'ils ont dû enlever tous les catcheurs qui ont eu un passé du coup un moment tôt ou tard litigieux. Tous Ah les ben les Chris Brock Benoit, il y Lesnar, en a Chris pas, hein. Benoit, tout ça, ça a sauté. Ouais, bah oui, bah oui, Oui, Brock évidemment. Lesnar, il n'y a pas. Chris Benoit, il n'y a pas non plus. Ouais. Il y a un moment, il y a une vidéo d'archive où on voit quelqu'un lever le bras d'une, je sais plus, je crois que c'est peut-être Charlotte Flair, d'une catcheuse, d'une femme du coup. Et le visage est flouté, sauf que j'ai reconnu que c'était Vince McMahon. Et lui, pareil, hop, il a dégagé, voilà, avec toutes ces affaires qu'il a au train. Et tant mieux, hein, Oui, voilà. bah oui. Ouais. Mais voilà, c'est Oui, sympa. oui, oui. Voilà, si vous êtes fan de catch, voilà, c'est sympa. Et même si vous voulez un jeu auquel jouer avec quelqu'un sur le même canapé, c'est toujours sympa. Voilà, c'est du sport, enfin du sport, c'est du Est-ce que divertissement. ils ont gardé vraiment le côté où tu dois appuyer comme un taré pour relever ton personnage, pour le Oui, tomber? oui, tout à Ah fait. yes! Ah ça c'est magique. Voilà. Ça Donc, c'est magique. voilà. Tu peux pas savoir combien de fois je me suis frité le doigt ou même pour les soumissions, tu sais. Oui, bah là c'est pareil. Là, c'est Les appuyé comme un jeux karaté. ce jeu quand tu joues à 2 ou à 4 parce que sur Mm. Xbox tu peux même jouer à 4 c'est vraiment fandard quoi. Tu passes de très très bons moments. Voilà, mais c'est voilà, c'est sympa, c'est fun. Alors tout le côté les cartes, acheter des trucs sur les boutiques, ça je déteste, mais bon c'est touqué, et je pense ça n'en finira jamais. Mais voilà, dans les modes plus solo, scénarisé, c'est sympa. Voilà, et si vous en plus il y a une petite value historique, donc voilà, c'est toujours sympa. Et Matt dans le chat dit que sa dernière rencontre avec le monde du catch se limitait avec Iron Claw et une famille sur le ring. Il faut que je le voie Iron Claw. Alors, Famille sur Ring, je crois que c'est un peu inspiré d'une histoire vraie aussi, il me semble. Je sais Bah, c'est plus. ce que j'ai demandé. Est-ce que C'est c'est avec des Fighting vrais with My acteurs. Family ou pas? Je sais pas, j'avoue que je sais pas. Mais en tout cas, The Iron Claw, excellent film, là aussi tiré d'histoire vraie. Le film est d'ailleurs moins triste et horrible que la réalité, hein, pour vous dire la tragédie de l'histoire des Von Erich.
Mais voilà, The Iron Claw, si vous avez la chance de le voir, allez-y, foncez, ça m'a fait chialer à la fin. Et je trouve même d'ailleurs honteux qu'il y ait eu il y a eu aucune nomination pour ce film, scandaleux. Voilà, Ouais, mais il d'entrée. passe pour un film indépendant plus qu'autre chose, j'ai l'impression. Ouais, mais pas tant que ça, hein. Il y a d'autres films. Bah là, par exemple, cette année, on a Anora qui est bien placé et c'est à peu près le même statut. Mais voilà, le fait que ce film Ok. n'ait. Après, bon, les Oscars, c'est n'importe quoi, c'est de l'entre-soi, et voilà. N'empêche que ce film aurait quand même mérité d'être un peu plus mis sur le devant de la scène. Mais voilà, c'est un excellent film. Voilà, tout le monde est très bon dedans. Oui, Fighting with My Family, du coup, s'il me parle d'une catcheuse, je suppose que ça tourne autour de Paige. Donc oui, Mm. qui était vraiment, vraiment cool. Ouais, ouais, celui-là, je l'ai vu. Et Iron Claw, pas encore. Faut que je me le note d'ailleurs, même si je pense qu'il sera pas diffusé de sitôt. C'est très très cool. Il m'avait toujours inspiré. C'est avec celui qui a abusé en stéroïdes, c'était ça? Euh, c'est plus les Iron Claw, ça parle de l'histoire de la Non, famille de. l'acteur, je te parle. Ah, Zac Efron. Voilà, oui, Ah Zac oui, Efron. oui, Ouais, ouais. oui, bah, j'avoue, je t'ai pas trop suivi, mais oui, je crois que il y a eu un truc. Oui, voilà, c'est Zac Efron, mais qui est très bon d'ailleurs. C'est lui qui m'a fait pleurer. Bon, il faut que je revienne.